Aujourd'hui, on parle de la fluctuation de notre portefeuille en lien avec les données économiques. On reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le change. Samuel Nadeau, content que tu sois là encore une fois. Pareillement. Michel Villa, même chose. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Et on va commencer ça avec une question très vague, là. Oui. Comment est-ce qu'on réagit à une donnée économique? Très bonne question. Puis j'ai goût de proposer un test à Samuel. Est-ce que tu me le permets? Vas-y fort. Hey, ça commence fort. Ça commence très fort. Es-tu prêt? Vas-y, je suis prêt. Imagine là, que tu es dans un laboratoire. Il y a 2 groupes de rats. OK? Lors de la première journée, le premier groupe de rats reçoit 10 décharges électriques à l'heure. Le deuxième groupe de rats en reçoit 50 décharges électriques à l'heure. C'est bon? Yes. Jour 1, premier groupe de rats, 10 décharges électriques à l'heure. Groupe 2, 50. Le lendemain, tous ces beaux rats-là reviennent au laboratoire. Les 2 reçoivent 25 décharges électriques à l'heure. OK? Selon toi, lequel des 2 groupes de rats va avoir subi le plus grand degré de stress après les 2 jours? Je pense que c'est le premier groupe parce qu'il n'anticipait pas d'en avoir autant. Fait qu'il est déstabilisé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi aussi, j'ai eu la même réflexion. Parce qu'il s'attendait à en recevoir, exemple, 50, il en a reçu que 25, fait qu'il était content. Oui, C'est et ça. ça s'appelle le choc positif versus choc négatif. J'espère qu'on n'a pas fait ça dans les années 2019-2020. C'est de la grosse cruauté animale, ça. Non. Imagine le rat du deuxième groupe. Lui, il a subi 50 décharges électriques, puis il se dit « Oh my God, Ouais. demain, ça va être une grosse journée au bureau. » Et là, il rentre, puis il subit seulement 25 décharges électriques. Ouais. Tandis que le premier groupe de rats, lui, il se dit « Ah, ça a été une petite journée, j'ai juste subi 10 décharges électriques. » Et là, le lendemain, bang, 25 décharges électriques. Choc négatif versus choc positif. Puis pourquoi je parle de ça, c'est qu'à la bourse, tout part de ce principe-là. On pense souvent que le rendement d'une action ou une donnée économique, c'est par rapport à la performance qui est absolue ou la qualité d'un point de vue absolu, mais c'est souvent relatif. Et relatif, c'est à quoi qu'on s'attendait. 10 de rendement, c'est super bon. Mais si tu viens d'en faire 15, tu vas être déçu. Ben oui. Mais si tu viens d'en faire 5, c'est une bonne nouvelle. Donc, une donnée économique, comment ça fonctionne? On a un paquet de données économiques qui sortent, que ce soit au niveau de l'inflation, au niveau du taux de chômage. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est quoi les attentes qui sont reflétées par les participants de marché. Puis la manière qu'on procède, c'est qu'on demande à des économistes. Et les économistes donnent leurs chiffres. Comme par exemple, le chiffre de création d'emplois aux États-Unis. On va prendre, mettons, 50 estimations données par des économistes, puis on va faire une moyenne. Puis on va se dire, on s'attend à une création de 500 000 emplois. Et là, la donnée de l'emploi sort à 450 000. Toi, dans ton salon, tu dis 450 000 emplois aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Pas tant. Parce que si le marché boursier s'attendait à 500 000, ils vont être un petit peu déçus. Ouais. Donc, le premier constat, c'est vraiment de comprendre, oui, la donnée absolue, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est l'aspect relatif. Qu'est-ce que les gens s'attendent? Et on se réfère au consensus. Et c'est la même chose. Quand une compagnie publie des résultats financiers, on va comparer les bénéfices par action, les ventes, les marges par rapport à ce qu'on s'attendait. Les compagnies, est-ce qu'ils font des fois du... tu sais, mettons, ils savent que leur vente va atteindre, admettons, 100 millions, Oui. mais ils vont dire, hey, on prétend faire 80 millions, tu sais, pour comme... Pour pas être déçu. comme pour dépasser leur Oui. objectif. Ils font-tu beaucoup ça? Oui, Ou c'est des tendances par rapport à des types d'entreprises? ça s'appelle gérer les attentes. OK. Il ne faut pas oublier que les dirigeants d'entreprise sont rémunérés comment? Oui, ils reçoivent une paye, mais c'est souvent le cours de l'action qui va faire la différence à travers le temps parce qu'ils ont des options. Une option, c'est quoi? C'est le droit que tu as à acheter l'action à un prix X. Par exemple, tu as des options d'acheter l'action à 50. Donc, ton objectif, c'est que tu veux que ton action grimpe au-dessus de 50 pour exercer cette option-là d'acheter C'est ça. des actions. L'action est rendue à 100 pièces. C'est ça. Puis là, tu as une option qui dit, ben moi, je peux en acheter à 50. Absolument. Fait que là, tu fais 100 de rendement. Tout à fait. Donc, la rémunération des dirigeants, c'est basé souvent sur l'octroiement des options, puis c'est payant quand l'action monte. Le dirigeant, lui, a tout intérêt à gérer les attentes puis mettre la barre qui est relativement très basse. D'ailleurs, Jack Welch,
l'ancien chef de la direction de General Electric, qui est vraiment là, une sommité là, dans le domaine, dans le passé. Lui, il s'assurait toujours pour battre juste une petite affaire, les attentes là, qu'on appelle de la rue, de street en anglais. Donc, la rue, là, c'est la communauté financière. Puis en battant les attentes, les investisseurs sont comme contents. Puis ils veulent... Ce gars-là sait où il s'en va. Oui, absolument. Paul a tendance, justement, à être très conservateur aussi au niveau là, de la présentation de résultats financiers. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on présente des résultats financiers pour le trimestre actuel et on va présenter des prévisions financières pour ce qui s'en vient. Tandis que les données économiques, on va faire l'inverse. On sort la donnée économique, puis on se dit, le chiffre précédent, là, on va le réviser à la hausse ou à la baisse, puis le chiffre aussi qu'il y a 3 mois, on va faire la même affaire. Donc, par exemple, si on est en novembre 2021, le chiffre d'emploi va sortir pour le mois d'octobre, mais on va réviser aussi le chiffre de septembre et août. Et ça, ce que ça fait, ça devient très compliqué de savoir, ça va avoir l'air de quoi la donnée économique, puis en plus, comment que les gens vont réagir. C'est ça. Mais en plus que c'est juste dans le passé. Oui. C'est juste dans le passé. Dans le fond, les données économiques, c'est juste basé sur le passé. Des fois, on fait des prédictions pour le futur, mais souvent, ce qu'on entend, c'est, mettons, le trimestre passé, le mois passé. Fait que... Mais à quoi, excusez, là, mais à quoi ça sert si c'est juste dans le passé? Bonne question. Moi, je veux de l'anticipation. Je veux savoir, est-ce que si j'investis dans ça, ça va être bon pour mon portefeuille dans 3-4 mois? Oui. Première question, c'est la tendance. Est-ce que la tendance va dans la bonne direction, oui ou non? Vous posez la question, toi, Samuel, tu suis ça, les taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont plus à la hausse ou à la baisse? Bien là, je dirais qu'ils sont pas mal, ça stagne, mais d'après moi, ça va décoller un petit peu à la hausse là, dans les prochains mois, là, quand l'emploi va être stable, puis la reprise économique va être en continu. Mais moi, j'anticipe que ça va monter parce que je pense pas que ça peut aller plus bas, selon mon point de vue. C'est ça, là, on est au plus bas qu'on n'a jamais été dans les dernières années, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc, la manière que ça fonctionne, on a des données économiques, puis on veut savoir est-ce que l'économie est en bonne santé, oui ou non. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a des banques centrales comme la Banque du Canada ou, évidemment, la Réserve fédérale aux États-Unis, puis on joue avec un taux directeur qui est un taux d'intérêt très court terme. Quand l'économie va bien, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le taux directeur, que tu disais qui est au plancher. Et quand, dans le fond, ça va moins bien, on le diminue pour stimuler les dépenses de consommation parce que c'est 70 de l'économie. Okay? Donc, les données économiques vont te donner une indication à savoir est-ce que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt, oui ou non? Et ça affecte la performance de ton portefeuille. Parce que quand tu es dans un contexte de hausse de taux d'intérêt comme on vit en 2021, pourquoi? Parce qu'on sort de pandémie. Le tiers de la population mondiale était en confinement en 2020. Et là, on rouvre les valves. Dans le sens que là, on retourne au travail, on a beaucoup d'argent dans nos poches parce qu'on a reçu de l'argent du gouvernement, on a reçu du support. Et là, on a les chaînes de production qui repartent à la hausse. Donc là, on a une effervescence. On a le goût de sortir dans les restaurants, dans les bars, de dépenser, d'aller à Walt Disney, d'aller à Vegas, d'aller en Europe, etc. Et ça, là, ça crée une certaine pression à la hausse au niveau de la reprise économique. Et là, ça amène les taux d'intérêt à monter un peu plus en anticipation que les banques centrales vont commencer à monter le taux directeur. Donc là, présentement, les taux directeurs sont bas, mais on en parlait tantôt, c'est une question d'anticipation. Pour 2022, on s'attend déjà à 3 hausses du taux directeur au Canada, puis 2 hausses aux États-Unis, mais c'est déjà connu du marché boursier. Qui ont déjà annoncé qu'elle allait l'augmenter. Ou les attentes que le marché boursier a. Moi, je vois ça d'un bon œil. Puis, il y en a peut-être qui vont voir ça du mauvais œil, mais pour moi, si elle augmente, c'est parce que l'économie est en pleine effervescence, puis les gens dépensent, puis les gens sortent. Puis, monter les taux d'intérêt, c'est pour un peu comme freiner ça, parce que, plus les gens dépensent, puis, ça devient fou, bien, sans doute que l'inflation va prendre le dessus à cause de l'offre et la demande. Plus il y a de la demande, bien là, de manière, l'offre ne fournit pas. Fait que là, l'offre et la demande va faire que, maintenant, il va y avoir moins de stock, fait que les prix vont monter. Puis si tout monte, ben là, il faut tout balancer ça, là, tu sais. Mais là, si la reprise économique, c'est une petite question par rapport au marché boursier, si la reprise économique, là, on y arrive, là, on recommence à vivre normalement, le marché boursier, dans les prochains mois, risque d'augmenter parce que les gens vont plus consommer, vont plus nécessairement investir dans... pas nécessairement dans les actions, mais le marché boursier va augmenter parce que la reprise de la vie reprend. La vie reprend, tout simplement. Tout à fait. On l'a eu en 2 phases. La première phase, c'est un mécanisme d'anticipation. L'année passée, en 2020, les marchés boursiers ont monté, puis on était encore là avec des mesures sanitaires importantes parce que les gens anticipaient de jours meilleurs. C'est ça. Là, en 2021, on est dans la phase de retour vers la normale. Les jours sont meilleurs. C'est ça, absolument. Puis 2022...
Là, c'est vraiment comme avant, comme on dit. OK? Tu as raison que le fait que le marché boursier performe autant, c'est qu'on est dans ce mode-là de reprise économique. Et là, on parle d'un taux de croissance au niveau du produit intérieur brut. C'est quoi un produit intérieur brut? C'est comme un indicateur de l'activité économique. Tout ce qu'on a produit dans l'année au Canada. C'est ça. Plus qui est élevé le chiffre, mieux c'est. OK? Ouais. Cette année, on s'attend, selon les pays, entre un plus 5 et 7 de croissance économique, mais l'année prochaine, on s'attend quand même entre un 3 et 4 Par rapport à... Par rapport, là, toujours là, à l'année là, précédente. Okay. C'est toujours là, annualisé. Ton point, il est bon. On est vraiment dans un contexte de reprise. On est dans un contexte où l'économie devrait bien performer. Puis comme mentionnait si bien Samuel, c'est le risque d'inflation. Ouais. L'inflation, c'est quoi? C'est le coût de la vie. Question pour toi. Yes. Je suis prêt. T'es stressé. Un litre de lait, là, ouais. ça coûte combien en ce moment? Là? Juste me donner un aperçu. Hey, je sais que mon 2 litres de lait que je vais chercher 3,25 pour mes enfants doit me coûter à peu près 5,19, 5,29. Ça veut dire que ça serait environ un litre de lait autour de 2,50 $. Ouais, 2,50 peut-être. Ouais. Puis là, je te pose la question à toi. En 1935, le litre de lait, il valait combien? Eh boy, sachant que les gens, je sais pas, les gagnaient moins, je sais pas. Moi, je dis 10 sous. 30 sous. Moi, je dis 10. Mais vous êtes bon parce que c'était 10 sous. Puis tu as raison parce qu'à l'époque, je pense que la moyenne des gens aux États-Unis, c'était 300 $. Et là, aujourd'hui, le revenu annuel, il est plus dans les 40 ou 50 000 au niveau des ménages. Et là, je vais juste faire un petit bémol. Là, je parle beaucoup des États-Unis dans les présentations. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a beaucoup plus de données de statistiques aux États-Unis et c'est une économie qui est très, très importante. Alors, l'inflation, c'est le coût de la vie et la pinte de lait, c'est souvent là, sorti comme un indicateur qui est vraiment important pour démontrer la croissance là, qui peut être contrôlée ou non contrôlée de l'inflation. Ben, ça, c'est pour n'importe quoi aussi. Là. Oui. Moi, en tout cas, mon grand-père m'a déjà dit quand j'étais jeune, un auto, c'était tel X prix, mettons 1000 $, puis à cette heure, on s'en sort pas en bas de 20 000 pour un char de l'année. C'est le même. C'est la même chose, c'est vraiment l'inflation qui est en rapport direct avec ça. Il faut remettre ça en perspective par rapport à combien les gens gagnaient. Oui, le coût de la vie dans le temps, il ressemblait à quoi? Y a-t-il une donnée économique là-dessus par rapport à combien vaut, admettons, c'est quoi notre salaire par rapport à une pinte de lait aujourd'hui versus avant? Y a-t-il un indice qui dit ça coûte-tu plus cher qu'avant ou on est-tu pareil? Est-ce qu'on suit la courbe? Là? C'est vraiment bon parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une analyse à savoir combien d'heures tu dois travailler pour, mettons, te payer là, une balayeuse, OK? Ou un lave-vaisselle. Puis là, il comparait, mettons, en 2020 par rapport au nombre d'heures que ça te prenait en 1950 pour acheter le même produit. Ouais. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains facteurs, dont la technologie, les avancées technologiques, qui fait qu'il y a plusieurs produits qui nous coûtent moins cher aujourd'hui, puis qu'on a gagné beaucoup plus d'argent en 2020 par rapport aux années 50. Donc, le rapport entre, mettons, le coût d'une balayeuse et ce que tu gagnais en 1950 est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc, la globalisation, la compétition, l'accès à la technologie, l'automatisation fait qu'il y a un paquet de secteurs d'activité qui fait que les coûts sont vraiment à la baisse. Moins cher qu'avant. Tu sais, une télévision là, à 48 pouces, là, moi, je me rappelle un de mes amis il y a 10 ans, là, hey, viens chez nous, je vais te montrer ça, 2000 $. Aujourd'hui, là, ça t'en coûte vraiment moins cher. Ouais. Et ça, là, c'est l'inverse de l'inflation. C'est de la déflation, où ce que tu vois qu'il y a une diminution au niveau des prix. Alors, l'inflation, augmentation. Déflation, c'est l'inverse. Et il y a beaucoup de produits qui nous coûtent moins cher. Le vêtement, ça nous coûte moins cher. Ah ouais, qu'avant? Tout ce qui est le côté électronique. Je vous dirais que le facteur le plus important de l'inflation, savez-vous, c'est quoi? C'est l'immobilier. Dans des lectures d'inflation, environ le tiers de la lecture, c'est l'immobilier, le coût de ton loyer. Et c'est ça qui est le facteur le plus déterminant. Mais c'est le plus gros volume d'argent aussi, on va se le dire. C'est très, très, très important. Est-ce que tu dis que l'immobilier, mettons, ton logement coûte plus cher comparé à avant ou moins cher? Bien, c'est juste que dans le calcul de l'inflation, l'augmentation du coût de l'immobilier, c'est lui qui a beaucoup plus d'impact au niveau de ton inflation. C'est ça, si ta maison montait de 20 mais ça reste que si quelqu'un qui va acquérir cette maison-là, ça va lui coûter plus cher. Oui. Fait que tu es rendu là, ben là, il y a moins d'argent. Fait que tu sais, là, maintenant, tout se balance, là, tout doit monter pour arriver au niveau d'avant. Ouais, okay. J'ai l'impression que les années à venir, là, j'ai l'impression que les rendements boursiers vont être meilleurs qu'ils n'ont jamais été. Tu sais, avant, on parlait d'un rendement, un bon rendement moyen, 8-9 %, c'était bon. On dirait qu'aujourd'hui,
dans les rendements boursiers, on peut plus s'attendre à du 12 à 20 par année en termes de croissance. J'ai l'impression que tout va plus vite aujourd'hui. Puis le fait que le taux d'intérêt est bas, Oui. ben, ça l'amène beaucoup plus les gens à emprunter pour investir, avoir un effet de levier, les entreprises à développer des projets puis à emprunter. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme vraiment sur une grande tendance où le marché boursier va vraiment monter dans les prochaines années. Puis moi, j'anticipe beaucoup ça. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Bien, un des points que tu avances qui est très intéressant, je vais prendre l'angle différent, là, c'est par rapport aux obligations. Évidemment, pour la plupart des gens, on a un portefeuille qui est équilibré. Par exemple, 50 en actions, 50 en obligations. Évidemment, une obligation, c'est quoi? C'est une dette qu'un gouvernement ou une municipalité va mettre en circulation pour se financer pour différents projets, puis ils vont donner un taux d'intérêt qu'on appelle un coupon. Dans un environnement de faible taux d'intérêt, toi, tu es un investisseur, tu te dis, OK, mon côté plus obligation, il ne me donne pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller ailleurs. Je vais aller du côté action. Ce qui arrive, c'est que la relation entre action et obligation, on appelle ça une prime de risque. Oui, la bourse, c'est plus volatile, ça fluctue, c'est plus risqué, mais ça donne plus de rendement. Alors, il y a une expression en anglais que je vais traduire qui s'appelle TINA. There is no alternative. Tu n'as pas vraiment d'alternative au fait qu'on a des taux d'intérêt vraiment bas. Tu t'en vas où? Bien, les crypto-monnaies, les arts, le marché boursier. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça amène les évaluations boursières beaucoup plus riches par rapport au niveau historique pour les marchés boursiers. Et les gens courent un peu après le rendement. Ouais. C'est pour ça, je pense, à moins que je m'abuse, que c'est ça qui fait que tu penses que les marchés boursiers vont bien faire. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à faire partie du marché, en fait, qui vont investir en bourse? Très bonne question. Ouais. Écoute, présentement, quand tu regardes sur 100 des gens qui investissent à la bourse, tu as environ 25 qui est le particulier, le monsieur, madame, tout le monde, puis 75 ce sont des institutions, comme des caisses de retraite. Mais avant la COVID, c'était environ 15 que c'était monsieur et madame tout le monde. OK. Alors, ce qui s'est passé avec la COVID, les gens étaient à la maison, on recevait des subventions du gouvernement, la technologie est là, puis en plus, la bourse, ça brasse pas mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à la négociation active et ça, c'est une bonne nouvelle. Grâce là, à des projets comme le vôtre, ça fait que les gens se sont intéressés à ça, puis ça a vraiment là, causé un engouement, puis ça, j'adore ça. Tu sais, à ça, les obligations américaines, là, ça doit quoi flirter entre 1,5 et 3 mettons, là? Bien, ça dépend de ton échéance, parce que le gouvernement va émettre de la dette pour se financer. On veut, mettons, construire des ponts, on veut réparer certaines autoroutes, donc on va mettre des émissions d'obligations sur le marché, mais de différentes échéances. Donc, le taux de 2 ans, il est à 0,5 aux États-Unis et le taux de 10 ans, il est à 1,6 en novembre 2021. Donc, ça s'appelle la courbe des taux d'intérêt. C'est ça. Mais à cette heure, c'est quoi les avantages que les gens ont de mettre des obligations dans leur portefeuille? Dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui cherchent le risque le plus faible possible, mais ça reste que quand tu as l'inflation qui est plus élevée que ton obligation, tu n'es pas avancé ben. T'es pas gagnant. Dans le sens que, tu sais, je trouve qu'il y a des produits pas mal mieux qui existent qu'une obligation qui donne du 1,5, 2 là. Moi, je trouve qu'un des angles qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir un portefeuille, mettons, 70 actions, 30 obligations. Moi, je sais que quand j'ai des obligations dans mon portefeuille, si le marché boursier recule, lui va bien faire, va bien tenir la route. Et qu'est-ce que ça fait? Ça m'empêche d'avoir le goût de vendre mes actions. Parce que je sais qu'il est là pour contrebalancer. Sais-tu que ça fait un bêta général qui est vraiment plus petit que 1, mettons? C'est ça. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai mon filet de sécurité. Parce que la pire chose à la bourse, vous le savez, c'est de vendre au mauvais moment. Mais si je sais que j'ai des obligations, dans le fond, dans mon portefeuille, si le marché boursier recule, je me dis, OK, je suis capable de traverser cette période-là parce que j'ai mes obligations qui performent très bien. Je veux juste faire du pouce rapidement sur les obligations pour être sûr que je comprends bien. Exemple, tu parlais, une entreprise va vendre des obligations, donc toi, tu donnes de l'argent. Puis ils t'assurent qu'à la fin, ils vont te donner un rendement, un taux d'intérêt, donc tu vas faire de l'argent sur cette obligation. C'est plus les gouvernements qui émettent des obligations, même que les compagnies peuvent émettre, je pense, des billets à payer, là, un peu comme des obligations, mais ça s'appelle-tu des obligations quand c'est pour les entreprises? On appelle ça des obligations qui sont corporatives. Bon, voilà. Mais c'est plus risqué, par exemple, avec des taux d'intérêt plus élevés. Oui.
Parce que, évidemment, qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? C'est que le gouvernement, parce que le gouvernement peut taxer puis augmenter les taux d'impôt. Ils peuvent s'imprimer leur paiement aussi parce qu'ils impriment leur argent. Tout à fait. La création de la monnaie. Tu vas revoir ton argent, c'est ça. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est, mettons, je te dirais, moi, je suis Apple, je peux émettre des obligations et toi, tu dis, OK, je vais te donner 100 $ pour l'obligation d'Apple. À l'échéance, je vais te redonner le 100 $ mais pendant toute cette période-là, tu vas avoir un taux d'intérêt qui est comme le rendement. Mais évidemment, tout dépendamment, si tu es un émetteur sécuritaire et fiable, ton taux d'intérêt va être bas. Mais si tu es un émetteur plus à risque, on va te demander un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé. Le meilleur exemple, vous vous souvenez, là, en pleine COVID, un des secteurs d'activité qui sont fait frapper, c'est les bateaux de croisière. Ouais. Le taux d'intérêt qu'il fallait qu'ils donnent pour que les gens ils disent on va donner de l'argent, là, c'était pas du 2 ou du 3 %. C'était quoi, mettons? 8, 9, 10, genre? Oui, c'était au-dessus de 10 parce que c'était beaucoup plus risqué. Ouais. C'est normal, puis il y avait besoin de cet argent-là. Donc, cette dynamique-là est importante à considérer. Alors, dans ton portefeuille d'obligations, tu vas en avoir du gouvernement, tu vas en avoir aussi des municipalités, des provinces aussi qui émettent des obligations. Donc, toute entité qui veut se financer à faible coût parce que les taux d'intérêt sont bas, toi, en tant qu'investisseur, tu peux y aller et ça répond à un profil rendement-risque. Ouais. Il y a des gens qui veulent plus la sécurité, il y a des gens qui veulent avoir un revenu, puis placer dans des comptes enregistrés, tu n'es pas imposé. Mais bien sûr, l'inflation peut venir gruger ton rendement. Et ça, les gars, ça s'appelle taux de rendement réel. Voyez-vous bien, là, parce que vous avez un taux d'intérêt qui est à 7, mais il faut que tu retranches l'inflation. Ah, t'as bien raison. Si l'inflation est de 2 réellement, tu as du 5 Tu t'es enrichi de 5 Tout à fait. Taux d'enrichissement. Ça s'appelle le taux de rendement réel. C'est le taux que tu obtiens moins ton inflation. Ben, cette année, on est rendu à quoi? 6 d'inflation au Canada? Oui, autour de ça. C'est sur une base annualisée. Évidemment, c'est le débat à savoir est-ce que c'est temporaire ou permanent. Tu veux dire si c'est temporaire, l'augmentation de l'inflation? Oui. Okay. Est-ce que ça va vraiment durer, mettons, 1 à 2 ans ou ça va vraiment être permanent dans le sens qu'on va vivre avec un problème d'inflation pendant les 5-10 prochaines années? Tout le débat est là. Et là, le marché boursier s'entend pour dire que ça va être plutôt temporaire. Dans le sens qu'à un moment donné, on va revenir à la normale. Les chaînes de production vont ouvrir, on va avoir moins d'enjeux au niveau des employés, puis on va revenir à des niveaux d'inflation qui sont beaucoup plus dans le coin de 2 à 2,5 % versus 4-5. Oui. Tu sais, la chaîne d'approvisionnement actuellement mondiale là, par rapport à tout ce que ça prend pour, mettons, construire un micro, par exemple, ben, s'il manque le petit cordage autour du micro, puis ils ne sont pas capables de le recevoir, ben, là, ils ne peuvent pas livrer leur micro. C'est ce qui se passe avec les véhicules puis les puces. C'est ça, ben, tout est débalancé, ce qui fait que ça crée des débalancements de prix très bizarres. Puis là, ben, entre autres, je crois que l'inflation, ben, tout ça fait que là, le fait qu'il y a un gros débalancement, ben là, l'inflation s'invite. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Michel, tantôt, quelqu'un qui est content d'avoir fait un 10 % cette année de rendement, par exemple, ben, s'il retranche le 6 % ça fait qu'il a fait 4 %. Fait que c'est vrai que le taux réel, c'est important de le regarder parce que réellement, tu t'es enrichi de ce pourcentage-là et non du pourcentage global. Là. C'est intéressant, Puis là, évidemment, ça a des implications au niveau de ton portefeuille parce que la question à 100 $, c'est qu'est-ce que je fais quand l'inflation augmente? Donc, la première réponse, c'est que de détenir des actions, c'est des fois la meilleure solution. C'est comme un bateau sur l'eau quand il y a une marée. Là. Quand la marée monte puis tu as des actions, c'est un bateau, ben, ton bateau va monter avec l'inflation. Fait que si l'inflation est de 6 puis ton action a monté de 15, ben, tu as été couvert puis tu t'es enrichi. Mais si tu avais un revenu fixe qui donnait un montant fixe puis l'inflation est plus élevée, ben là, ça l'a grugé ton rendement puis des fois, tu peux être en négatif. Bon point, parce que souvent, l'inflation a mauvaise presse. Oh, l'inflation a accéléré, c'est une mauvaise chose. Écoute, l'inflation, là, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire qu'on retourne vers une vie normale. Ce qui est important de voir, c'est de prendre la croissance de l'inflation et la croissance économique. Tant aussi longtemps que la croissance économique monte avec l'inflation, on est comme correct. Alors, les actions, c'est une belle place pour te protéger à la hausse au lieu de mettre 20 000 $ en dessous de ton matelas, qui, lui, va se faire gruger par rapport à l'inflation. Si les gens veulent être plus tactiques, l'immobilier. Donc, on peut acheter de l'immobilier physique comme un condo, maison, chalet, mais on peut investir dans des fonds négociés en bourse qui vont répliquer la performance d'un portefeuille d'entreprises d'immobilier. Okay. Il y a la réputation de l'or,
qui peut être vraiment intéressant. Et là, aux dernières nouvelles, on parle peut-être de la crypto-monnaie qui pourrait être, dans le fond, une façon de se protéger contre l'inflation. Le problème qu'on a, c'est que c'est quand même récent, là, les crypto-monnaies. Il n'y a pas encore vraiment d'études statistiques qui démontrent ça. Michel Villa, vulgarisateur boursier, merci beaucoup de ton temps. C'était super intéressant. Samuel, comme d'habitude, toi aussi, des interventions. On a eu bien du fun. Merci beaucoup à la maison. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!